Ça tourne. Quelle est la découverte la plus choquante dans l'affaire Byron Griffith? Absolument tout. Si je l'écrivais, personne n'y croirait. Cette histoire, c'est un vrai polar. Ça parle de sexe et de pouvoir. Il y a de l'argent, des intrigues et des identités cachées. Il y a deux sortes de directeurs de pompes funèbres. Ceux qui veulent aider les gens et ceux qui veulent les exploiter. Il est mort. Il y a du sang partout. Qui a pu faire une chose pareille? Une femme s'est approchée et m'a dit... Je sais qui l'a tué. On s'est retrouvé avec un autre cadavre sur les bras. Ce qu'on a découvert m'a sidéré. Comme tout le monde. Vous aviez déjà pensé à vous venger de quelqu'un? Il me fait peur. J'essaie de savoir la vérité. Avez-vous tué Byron Griffith? Quand on s'installe dans une petite ville, on comprend vite certaines choses. Par exemple, tout ce qu'on ne veut pas dévoiler finit toujours par se savoir. En 1994, Charles et moi avons quitté Salt Lake City pour nous installer dans le Colorado. On voulait faire carrière dans les pompes funèbres. Charles et Anthony étaient frères. Ils avaient la même mère et c'étaient d'excellents directeurs de pompes funèbres, toujours prêts à aider les autres. J'avais un chat qui était mourant. C'était horrible. Ils sont venus le chercher, ils s'en sont occupés, ils l'ont incinéré. Des gens formidables. Dans ce milieu, les gens ne sont pas perturbés par la mort. C'est leur métier. Ils côtoient la mort en permanence. Et ils savent comment la gérer. Les pompes funèbres, c'est un métier particulier. Les directeurs gagnent beaucoup d'argent, surtout grâce au cercueil. C'est lucratif, très lucratif. Beaucoup se lancent dans ce business pour l'argent. C'est ce qui les motive. Ce n'était pas mon cas. Pour moi, c'était presque une vocation. C'est pas toujours agréable, mais dans une petite ville, on finit par devenir comme un membre de la famille. C'était plus qu'un travail à nos yeux. Pour Byron Griffith, c'était pareil. Il était aussi directeur de pompes funèbres, et c'était un bon professionnel. Il connaissait bien son métier, qu'il exerçait depuis longtemps. Byron était un homme généreux. Il nous a aidés à acheter du matériel quand on a commencé. Après ça, on est devenus amis. Byron était de la vieille école. Il était toujours tiré à quatre épingles. Une de ses filles m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu en short de sa vie. Quand on allait déjeuner avec lui, il connaissait tout le monde. Et ils venaient tous le saluer. Dans ce métier, il faut savoir parler aux gens. Et il était très fort pour ça. Le premier embaumement que j'ai fait au Colorado, c'était celui de Byron. Le 12 octobre, avec Charles, on est allé à Fowler pour déjeuner avec Byron. C'est à environ 1 heure de route de Florence. On devait le retrouver à sa ferme. Quand on est arrivé, le portail était verrouillé. Charles a tenté de joindre Byron sans réponse.
On a trouvé ça bizarre. Puis on a fini par repartir. Police, je vous écoute. Je crois que mon beau-père est mort. Je pense qu'il est tombé. Est-ce qu'il saigne quelque part? Oui, partout. Il est mort. Il est froid, il y a du sang partout. Faites vite! Mon père prenait soin de tout le monde. Quand je suis revenue vivre ici avec mes 3 enfants, il nous a acheté une maison avec un peu de terrain. Il disait que ce serait bien pour les enfants de grandir à la ferme. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Gina, ma femme. Mon père a toujours été mon pilier. Quand je lui ai annoncé que j'étais homosexuel, il m'a dit « Tu n'es pas seul », contrairement à beaucoup d'autres. Quand Lynette et moi avons décidé de nous marier, Byron nous a énormément soutenus. Il a considéré tous mes enfants comme ses propres petits-enfants. J'étais peut-être pas sa préférée, mais lui l'était. La personne que j'aimais le plus au monde. Le matin de sa mort, donc la veille de son anniversaire, Byron devait retrouver Charles et Anthony à la ferme, puis aller déjeuner avec eux. Au moment de passer à table le soir, il n'était pas là. Et il ne répondait pas au téléphone. Mon père répondait toujours. Toujours. Alors j'ai appelé Charles pour lui demander si mon père était encore avec eux. Charles a dit « On ne l'a même pas vu. Il n'est pas venu. » On a commencé à s'inquiéter. Et on s'est rendu à la ferme. Gina a dit « Je vais voir à l'intérieur ». J'ai crié son nom. Mais pas de réponse. Puis j'ai entendu Gina dire « Je l'ai trouvé ». J'ai dit « Il va bien ?» Elle a dit non. On a reçu un appel signalant un homme décédé. Je connaissais l'adresse, c'était la ferme de Byron Griffey. Quand je suis arrivée sur place, les secours étaient déjà là. On est entré. Byron était allongé par terre au milieu d'une chambre vide. Il se trouvait à moins d'1 mètre du mur. La scène de crime était très propre. Il n'y avait rien. Comme toute la famille avait déménagé, la maison était vide. Aucune effraction, aucun signe de lutte. Pas de blessures défensives. Et très peu de sang. Je crois que j'ai dit... C'est étrange. Il n'y avait aucune arme visible. Les projections de sang sur le mur ne correspondaient pas à ce qu'on a l'habitude de voir. C'était très inhabituel. Byron était allongé, presque comme dans un cercueil. À plat sur le sol, visage vers le haut. Une mise en scène. Byron Griffey était un pilier de la communauté. Tout le monde le connaissait en ville. Donc, à ce stade de l'enquête, tout le monde était suspect. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a découvert que certaines personnes cachaient de lourds secrets. L'une d'elles doit être l'assassin. Mais qui ?
Quand j'ai appris la mort de Byron, je me suis tout de suite demandé, que s'est-il passé? J'étais sous le choc. Et Charles était bouleversé. Rapidement, je me suis dit, mais on était sur place. Alors avec Charles, on a pensé que notre aide pourrait être utile. Et on a décidé d'aller au CBI le lendemain. Marc, Anthony. enchanté. De même. J'aimerais que vous m'aidiez à établir une chronologie. Ça nous serait très utile pour l'enquête. D'accord. Byron Griffey était un très bon ami à nous. Il aidait les gens dans le besoin. On avait la même philosophie. Charles et Anthony étaient très impliqués dans la communauté. Tout le monde les connaissait et avait une anecdote sur eux. Charles est devenu maire. Il présidait la chambre de commerce et a même fondé une église dans notre ville. Charles était évêque. Et moi, je suis devenu diacre. On allait à l'église tous les dimanches. Les sermons de Charles parlaient d'inclusion, de paix et d'amour. Et mon fils Eric travaillait pour eux. Ils avaient plusieurs commerces en ville. Les pompes funèbres, mais aussi Smashing Good Guitars, le magasin où je travaillais. Et le Main Street Grill. C'étaient de grands collectionneurs. Ils collectionnaient de tout. Je collectionnais les guitares, les armes, les chiens, les chats, les oiseaux, les chevaux. Si je voyais un animal en détresse, je le recueillais. J'ai même eu un écureuil. J'avais 37 véhicules. Je mettais les clés dans un grand saladier, sur la table. J'en prenais une au hasard, je sortais, je disais « Ok, ce sera celle-là aujourd'hui ». J'ai toujours collectionné tout plein d'objets, surtout mécaniques. J'adore ça. À une époque, j'avais plus d'une centaine d'armes à feu. Depuis un mousquet de 1863 jusqu'à des modèles plus récents. J'avais des armes militaires, des antiquités, des pièces de collection. Mon frère nous les a présentés et ils sont devenus proches de la famille. Au début, c'était juste des dîners, puis « Ah, vous allez à un concert avec Charles et Anthony ?» Puis « On va passer les fêtes ensemble ?» Charles aimait parler de ses enfants. Il nous racontait qu'ils étaient brillants et qu'il était fier d'eux. Mais il était triste qu'ils ne fassent plus partie de sa vie. Un événement avait forcément dû les éloigner de lui. Charles, c'était le cerveau. Le beau parleur charismatique. Il s'occupait des affaires. Mais celui qui faisait les choses au quotidien, c'était Anthony. Il apparaît donc que Charles et vous-même étiez sur sa propriété à peu près au moment de sa mort. Par conséquent, vous êtes peut-être en mesure de nous aider dans cette enquête. Quand on a récupéré le téléphone de Byron, on a vu 2 appels. L'un à 12h43, l'autre juste après. Tous 2 passés depuis le téléphone de Charles. Des appels manqués. Étiez-vous des amis de Byron? Oui. Et qui était le plus proche de lui? Moi. D'accord. Mais on parlait plus. D'accord. On parlait plus. Et à quelle heure pensez-vous être arrivé à la ferme? Il devait être midi, dans ces eaux-là. Aviez-vous déjà été là-bas? Oui, 2 ou 3 fois. La dernière fois, c'était quand? Je dirais... il y a 4 ou 5 mois. Quand on est arrivé au portail, il était verrouillé. Et il doit y avoir 300 mètres de là jusqu'à la maison. C'est un chemin sinueux qui monte et redescend. J'ai vu son pick-up garé devant la maison, tourné vers la route. Avez-vous vu d'autres véhicules? Non. Ou des gens? Non. Charles a essayé de le joindre, mais en vain. Il l'a appelé plusieurs fois. Charles est sorti pour se soulager devant le portail, vu que visiblement, on n'allait pas pouvoir accéder à la propriété. On s'est dit que Byron n'était pas encore là.
Sinon, il aurait laissé le portail ouvert pour nous. Du coup, on est reparti. Vous pouviez voir la maison depuis le portail? La porte vous semblait-elle ouverte? Un peu. Entre les arbres. Elle avait l'air fermée. Si elle avait été ouverte, je me serais dit qu'il était là. Combien de temps pensez-vous être resté à Fowler? Oh, pas plus de 15, 20 minutes. Avez-vous trouvé étrange qu'il ne réponde pas au téléphone alors que vous aviez rendez-vous avec lui? Oui, un peu. Mais il y avait déjà eu d'autres fois où on devait se retrouver et il ne s'était pas... présenté? Oui. Avant de s'en aller, on a fait un tour dans Fowler. Parce que je savais que Byron s'était installé dans une petite maison en centre-ville. Mais je ne me souvenais plus où elle était. On a donc un peu tourné pour la retrouver. Et finalement, on a décidé de repartir. Parlons maintenant de l'état d'esprit de Byron. Diriez-vous qu'il aurait été capable de mettre fin à ses jours? Oui, je crois. En septembre, il m'a demandé si je pouvais lui prêter une arme de poing. J'ai une collection d'armes. Avec Anthony, on collectionne les guitares, les voitures et les armes. J'ai refusé. Vous ne lui avez jamais donné d'armes? Non. Anthony non plus? Non, il aurait refusé. Bien, je vous donne ma carte. Si quelque chose vous revient, appelez-moi. J'espère vous être utile. L'autopsie a révélé que Byron avait été abattu dans le dos d'une seule balle. Elle avait traversé le cou d'arrière en avant. Il y avait de la suie sur la plaie d'entrée, ce qui indiquait un tir à bout portant. Il ne pouvait donc pas l'avoir fait lui-même, sauf si quelqu'un lui avait tenu l'arme contre la nuque, à l'arrière. J'étais sous le choc. Je me suis dit, qui a pu faire une chose pareille? Je n'aurais pas cru que quelqu'un puisse en vouloir à Byron. Ce n'était clairement pas un cambriolage. Byron avait encore sa montre, son portefeuille et son téléphone sur lui. Mais il y avait forcément un autre mobile. Et en discutant avec les proches de sa famille, on a commencé à comprendre ce que c'était. Byron était un grand collectionneur. Il collectionnait les timbres, les pièces de monnaie anciennes, les antiquités. Mon père avait une salle secrète au fond du garage. Seules quelques personnes étaient au courant. Et il y avait je ne sais combien de coffres-forts dedans. Byron achetait beaucoup de pièces en or et en argent. Il devait y en avoir pour près d'1 million de dollars. Avant que Byron ne soit assassiné, il y avait eu plusieurs tentatives d'effraction pour prendre ses coffres forts. Ils n'ont pas réussi à lui voler quoi que ce soit. Ils ont juste mis un bazar sans nom. Je ne sais pas qui avait fait ça. Ensuite, il y a eu la corde en forme de nœud coulant dans la grange. C'était effrayant. Après la découverte de ce nœud coulant, j'ai eu le sentiment que ma famille n'était plus en sécurité là-bas, parce que la ferme était isolée. Donc on a décidé de retourner vivre à Fowler. Byron avait très peur. Il était convaincu que quelqu'un en avait après son argent. Quand j'ai appris que mon père avait été abattu, avant même qu'on me demande si je connaissais quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir, j'ai tout de suite pensé à Corey Higgs. Quand on vivait à la ferme, on a appelé la police plein de fois. À cause de lui. J'avais peur de Corey au quotidien. J'avais du mal à croire que ça pouvait être Corey, parce que c'est mon fils. Après la mort de Byron,
Gina et Lynette ont très rapidement accusé Corey Higgs d'être l'auteur du meurtre. Gina est ma femme et Corey est son fils. J'ai même du mal à le dire. J'adore ces deux autres enfants, mais dire que Corey est mon beau-fils me donne la nausée. Il s'est passé beaucoup de choses dans la famille Griffey, avant même la mort de Byron. Avant de déménager, ils vivaient tous à la ferme. Lynette, Gina, les enfants, dont Corey, Byron et la mère de Gina. À mes yeux, Corey était quelqu'un de dangereux, à plus d'un titre. D'après ce que j'avais entendu, y compris de sa propre famille. La vie avec Corey n'a jamais été simple. Il est très intelligent, mais aussi violent et manipulateur. Corey a menacé ses frères et sœurs avec un couteau. Plus jeune, une fois, il m'a attrapé par le cou et m'a presque étranglé. Quand il avait 16 ou 17 ans, le tribunal a décidé de l'envoyer en famille d'accueil afin de limiter ses contacts avec nous. Mais pour une raison que j'ignore, les services sociaux ont estimé que ça lui ferait du bien de passer du temps avec mon père. Il avait toujours manqué à Corey un modèle paternel jusqu'à ce qu'il rencontre Byron. Corey a dit qu'il voulait devenir directeur de pompes funèbres. Mon père rêvait que quelqu'un reprenne l'affaire. Alors Corey a fait renaître cet espoir. Ils étaient inséparables. Byron l'emmenait avec lui sur les interventions funéraires. Et quand ils travaillaient ensemble, Corey s'habillait comme Byron. Leurs relations se sont dégradées à partir du jour où Corey m'a agressé. Il s'était attiré des ennuis. Il s'est levé d'un coup pour aller chercher une arme. Mais je me suis interposée. Alors il est devenu violent et m'a fracturé l'épaule. Après ça, Byron a été très dur avec lui. Corey a eu l'impression qu'il le voyait différemment, et c'était vrai. Quand Corey est sorti du système de placement, il a emménagé tout près de notre ferme. Il savait donc certainement que Byron s'y trouvait ce jour-là. Et il aurait très bien pu avoir envie de le tuer, ne serait-ce que pour nous faire du mal. Bien, Corey. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Je crois savoir, oui. J'ai entendu dire que Byron Griffey est mort. D'accord. Je connaissais Corey pour être déjà intervenu à la ferme. C'est donc moi qui ai mené l'interrogatoire. Où étiez-vous hier? J'ai dormi presque toute la journée, chez moi, à Fowler. Il y avait quelqu'un avec vous? Pas dans la journée, mais vers 15h45, avec mon pote, on avait une répétition de théâtre. Donc, du vendredi matin jusqu'à 15h45, vous étiez seul. Avez-vous parlé à quelqu'un sur votre portable? Absolument. Et j'ai envoyé des textos, mais il n'y avait personne... Sur place? Il n'y avait personne physiquement. La géolocalisation était activée sur mon téléphone, mais ça donne pas l'adresse précise, et c'est là que ça se complique pour moi. Mais... Corey m'a dit qu'il regardait la télévision chez lui au moment du meurtre. À l'époque, il vivait à environ 2 km de la ferme. Il aurait très bien pu s'y rendre à pied, tuer Byron, puis revenir. Vous savez, comme vous n'êtes pas capable de me dire que vous étiez avec quelqu'un, ça laisse un vide dans votre emploi du temps. Ouais. D'accord? Le CBI voudra donc certainement vous parler. Vous seriez d'accord pour passer au détecteur de mensonges? Ouais, sans problème. D'accord. Fin de l'interrogatoire. Corey était triste.
Je crois qu'il aimait vraiment Byron. Carol Coates est une bonne enquêtrice. Mais Corey est un manipulateur hors pair, qui contrôle toutes les situations. Il l'a menée par le bout du nez, comme tous les autres. Je me sens coupable, en tant que mère, de ressentir ça. Mais je sais qu'il l'a tuée, ou qu'il est impliqué. J'en suis vraiment convaincue. Il y avait beaucoup de monde aux funérailles de Byron. Presque toute la ville. C'était une belle cérémonie. On a demandé à Charles de prononcer l'éloge funèbre. Il a raconté sa rencontre avec mon père et comment il les avait aidés à démarrer leur entreprise. Charles et Anthony ont fait du bon travail. Organiser les funérailles d'un autre directeur de pompe funèbre, c'est le signe que votre travail est respecté. Si un confrère ou sa famille vous confie cette responsabilité, c'est bon signe. Le CBI nous a dit que le meurtrier assiste parfois aux funérailles. Il fallait donc qu'on soit attentif à ce qui pouvait se passer. Après la cérémonie, on mangeait et on discutait. Quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit « Le coupable, c'est Tommy ». Et elle a ajouté, quand il est rentré l'autre soir, il était couvert de sang. C'est lui qui l'a tué. Tommy Tomlin était le frère de Harry Tomlin. Mais ils n'avaient rien en commun. Je confierais ma vie à Harry. Tommy, lui, me fait peur. Oui, mon frère Tommy se droguait. Méthamphétamine, héroïne, il prenait de tout. Tommy était violent et capable de faire n'importe quoi. Tommy faisait des petits boulots pour Byron. Alors évidemment, il faisait partie de la liste des suspects. On a pu le convoquer au poste. Le CBI a mené la plus grande partie de l'interrogatoire. Quel est votre nom de famille? Tomlin, T-O-M-L-I-N. Maintenant que vous connaissez vos droits, souhaitez-vous me parler? Byron faisait presque partie de la famille. Il avait organisé plusieurs funérailles pour nous. C'était un homme bien. Le jour où il a été tué, j'ai été la dernière personne à le voir vivant. On s'était retrouvés à midi afin qu'il me paye pour des travaux que j'avais faits pour lui. Quand j'ai appris la nouvelle, plein de choses m'ont traversé l'esprit. Et puis des bruits ont commencé à circuler selon lesquels le coupable était mon jeune frère, Tommy Tomlin. Tommy Tomlin n'avait jamais eu d'emploi stable. Alors quand mon père avait besoin d'un coup de main à la ferme, il l'appelait. Tommy venait quand il avait besoin d'argent. Autrement dit, tout le temps. La drogue, ça pousse les gens à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Tommy est allé à une soirée, soi-disant couvert de sang et répétant à tout le monde « Vous savez que Byron Griffith s'est fait tuer ?» Les rumeurs disant que Tommy Tomlin s'était rendu à une fête couverte de sang étaient fausses. Mais on a entendu dire que le lendemain du meurtre, il exhibait des billets de $100, ce qui était inhabituel pour lui. On s'est demandé comment il s'était procuré cet argent. Et donc, on l'a soumis au détecteur de mensonges. Je me présente. Je m'appelle Jody et voici Thomas. Enchanté. Vous avez de très beaux yeux. Merci, merci beaucoup. Bon, j'aimerais qu'on parle de la mort de Byron Griffith, d'accord? Expliquez-moi avec vos propres mots pourquoi vous êtes soupçonné. Parce que j'avais des pièces anciennes que j'ai trouvées chez quelqu'un. Et il pense que c'est l'argent de Byron? Peut-être. Quelle relation aviez-vous avec lui? Je bossais pour lui de temps en temps.
Quand l'avez-vous vu? Vers 11h30 ce matin-là. D'accord. Vous partez de chez lui vers 11h30 et jusqu'à 13h, vous êtes à la Maison Bleue. Ouais. D'accord. Attendez, vous avez dit quoi, là? Vous partez de chez Byron vers 11h30. Ouais. Vous allez à la Maison Bleue et vous rentrez chez vous vers 12h30. 13h max. D'accord. Répondez aux questions avec sincérité, par oui ou non. Êtes-vous impliqué d'une façon ou d'une autre dans le meurtre de Byron? Non. Le test est terminé. Monsieur Tomlin, malheureusement, il me paraît évident que vous ne nous dites pas tout ce que vous savez à propos de Byron. Vous êtes sérieuse, là? Oui, tout à fait. Vous comprenez que ma vie est déjà un enfer? Et maintenant, vous me mettez un meurtre sur le dos? Je ne vous mets pas un meurtre sur le dos. Si? J'essaie juste de savoir la vérité, rien de plus. Vous jouez avec mes nerfs. J'ai pas tué Byron. Vous me cherchez, Non. La ferme, ça suffit. S'il vous plaît. Écoutez. Non, non, vous, écoutez. J'essaie de vous expliquer que j'ai pas tué Byron et que je veux pas payer pour un autre. Et on va écouter votre version. Vous essayez de me faire avouer un truc que j'ai pas fait. Je veux juste vous dire la vérité. Je suis là pour faire émerger la vérité, quelle qu'elle soit. Je jure sur ma tête que c'est pas des crack. Lâchez-moi, bordel. S'il vous plaît. À ce stade, on avait prélevé l'ADN de toutes les personnes soupçonnées. Mais la scène de crime était très propre. La personne qui avait tué Byron avait été très minutieuse et avait veillé à ne laisser aucune trace derrière elle. Les résultats sont tombés. Aucune correspondance avec qui que ce soit. On n'avait ni l'arme du crime, ni aucune trace d'ADN permettant de savoir qui était avec Byron. C'était retour à la case départ. Alors, faute de preuves tangibles, on s'est penché sur les circonstances et la chronologie. La dernière personne à avoir vu Byron vivant était Harry Tomlin. Ils s'étaient croisés à la banque dans le centre-ville vers 12h10. Byron m'a donné mon chèque et m'a dit « je vais déjeuner ». Il a précisé qu'il avait rendez-vous avec Anthony et son frère. On pense que Byron est arrivé à la ferme vers 12h15 pour retrouver Charles et Anthony. Son téléphone indiquait 2 appels manqués provenant du portable de Charles. Comme Byron avait son téléphone sur lui, s'il n'a pas répondu à l'appel de 12h43, c'est sans doute parce qu'il était déjà mort. Le corps n'a été découvert qu'aux environs de 20h par Gina et Lynette. Entre le moment où Byron a été vu pour la dernière fois à Fowler et l'appel manqué à 12h43, c'est dans ce laps de temps que le crime a été commis. Tommy a déclaré qu'il se trouvait dans une maison abandonnée avec un ami au moment du meurtre. Corey Higgs était seul chez lui, à moins de 2 km de la ferme. Tout le monde était suspect, sauf preuve du contraire. Mais tenter de prouver le contraire s'est avéré extrêmement difficile. On a poursuivi les investigations. Beaucoup de gens ont commencé à se demander ce qu'était devenu l'or de Byron. Où est-il passé? C'est la question à 1 million. Après le meurtre de mon père, Gina et moi avons tenté de retrouver son argent. 1 an avant sa mort, il était très inquiet. Il avait peur que les cambrioleurs reviennent lui voler ses pièces, ou bien que Corey, d'une manière ou d'une autre, sache où elles étaient et veuille s'en emparer. Et il refusait de mettre tout ça à la banque ou dans un dépôt sécurisé. Alors mon père a appelé Charles et Anthony.
Byron nous a demandé s'il pouvait entreposer des pièces chez nous. J'avais ce qu'on appelait la salle des armes, au sous-sol de ma maison. Mon père voulait mettre son argent en lieu sûr. Charles et Anthony lui ont dit qu'ils avaient une pièce secrète dans leur maison. Et ils ont donc accepté. J'ai reçu un appel vers 22h. Charles et Tony m'ont dit « Viens, on a besoin d'un coup de main ». Il y avait des dizaines de cartons à $500 en pièces de 25 cents venant de tous les États. De quoi remplir un pick-up. J'ai dit « Pourquoi avoir autant de pièces? C'est ridicule ». Charles m'a dit « Parce que si tu transformes ton argent en pièces, ça devient une collection numismatique, donc non imposable. » Byron n'a pas répertorié ce qu'il avait confié à Charles et Anthony. Il les a alors appelés plusieurs fois après leur avoir confié les pièces, en leur disant « Je peux passer, j'ai besoin de référencer ce que je vous ai donné. » Charles et Anthony étaient toujours occupés. Il y avait toujours un enterrement ou autre chose. Tout ça pouvait laisser penser que Charles et Anthony cachaient peut-être quelque chose. Combien de temps pensez-vous être resté à Fowler? Oh, pas plus de 15, 20 minutes. Les deux frères avaient roulé 1 heure pour le déjeuner d'anniversaire de Byron. C'était donc étrange qu'ils ne soient même pas allés jusqu'à la maison. Toute personne normale, si elle a rendez-vous avec quelqu'un qui ne répond plus et qui en plus est âgé, cherchera à comprendre ce qu'il se passe, surtout si elle lui a parlé quelques heures plus tôt. C'est donc vraiment étrange. C'est Anthony et Charles qui avaient décidé de le retrouver à la ferme. Je pense qu'ils avaient tout planifié. C'est en pleine campagne, personne ne peut rien voir ni entendre. Charles et Anthony avaient dit « Retrouvons-nous là-bas ». Je trouve ça curieux, parce qu'à ce moment-là, on ne vivait déjà plus à la ferme. Vous êtes resté devant le portail? Oui. Vous savez qu'il y avait un autre accès à la propriété sans passer par le portail? Non, je l'ignorais. Charles et Anthony étaient venus à la ferme au moins 3 fois. La seule entrée qui était toujours accessible, c'était celle de derrière. C'est par là qu'ils étaient passés pour récupérer les pièces. Et c'est aussi par là qu'ils étaient repartis. Ici, on utilise parfois un détecteur de mensonges. Oui. Donc si ça devenait nécessaire, accepteriez-vous de passer le test? Il faudrait me donner une bonne raison. J'ai refusé, parce qu'un détecteur de mensonges ne prouve et ne réfute rien. Alors on m'a proposé un prélèvement d'ADN. Là, j'ai accepté parce que ça, au moins, c'est concret. On a donc fourni des échantillons d'ADN et il est vite devenu assez clair que j'étais peut-être considéré comme suspect. Le CBI m'a contacté plusieurs fois pour me demander ce que je savais à propos de Charles et Anthony. J'étais sous le choc. Je n'aurais jamais cru que l'un ou l'autre de ces deux frères puisse faire du mal à Byron. Dans ma famille, j'entendais toujours « On n'a rien à voir avec cette histoire ». Ok, mais c'est quand même bizarre de ne presque pas en parler. On connaissait Charles et Anthony depuis des années. On était très proches. Et Anthony, par sa gentillesse, m'a aidé à devenir plus bienveillante, plus patiente et moins désabusée. Parce que j'avais un métier assez sombre. Laura était contrôleuse judiciaire. Je lui ai dit que je vivais mal le fait d'être soupçonné. Puis nos échanges ont été plus fréquents. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Ce que je n'avais jamais fait avant. Pour qu'on s'envoie des textos. Et c'est ce qu'on a fait. Et petit à petit, j'ai commencé à éprouver des sentiments pour elle. C'est comme ça que ça a commencé.
J'étais à la fac. Et je voyais bien que quelque chose clochait avec ma mère. Elle n'était plus vraiment elle-même. La première semaine du semestre, j'ai manqué un appel de Mandy, une très bonne amie de ma mère. En écoutant son message, j'ai compris qu'il s'était passé une chose horrible. Paul, c'est Mandy. Rappelle-moi dès que tu entends ce message. Je dois te parler. Il y a un problème. S'il te plaît, rappelle-moi. Les informations arrivaient très lentement. Et j'essayais de joindre ma mère, mais elle ne répondait pas. J'ai reçu un appel inattendu d'une amie de ma mère. Et elle m'a dit, Eric, ta mère est hystérique. Elle hurle et elle pleure, genre, il va se tuer. J'ai jamais voulu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis descendu dans la rue. Je cherchais ma mère. Elle était encore plus agitée, délirante. Et ils essayaient de la faire monter dans une ambulance. Mais c'est pas à l'hôpital qu'elle a été. Ils l'ont emmenée au poste. Pour l'interroger. De ce que j'ai compris, vous connaissez Anthony? Oui. Mon fils aîné, il travaille pour lui et son frère. D'accord. On se parlait et on s'écrivait de plus en plus. Le 26 décembre, il m'a dit qu'il m'aimait et que c'était comme ça depuis des années. Et j'ai avoué que j'étais moi aussi amoureuse de lui depuis 3 ans. Alors on s'est mis à avoir des projets d'avenir ensemble. Qui est son frère? Charles Gibler. En tout cas, c'est ce que je croyais. Ouais. Charles et Anthony sont pas frères. Ils sont ensemble. Ils sont amants. Ils ne sont pas frères? Non. Depuis combien de temps savez-vous qu'ils sont en couple? 2 heures cet après-midi. Oh. Yes.